Mais surtout, j'ai recommencé à vivre parce que lorsqu'on a des routines hyper strictes, en fait, on ne vit pas. On reste dans la survie. J'ai recommencé à jouer avec mes enfants, j'ai repris la peinture, l'aquarelle, la créativité. J'ai accepté de ralentir un petit peu mes mouvements aussi lorsque je me sentais très fatiguée ou lorsque j'étais dans une période d'intégration. J'ai osé progressivement sortir de ma zone de confort, parce que pendant très longtemps j'étais agoraphobe, donc je ne sortais plus du tout de chez moi, mais toujours en m'accompagnant et toujours en respectant les capacités de mon système. Tu vois, là on n'est plus dans un procédé de tout blanc ou tout noir. Je dois réagir parce qu'il y a de l'inconfort, c'est je m'adapte à l'état et aux capacités de mon système nerveux autonome, ce qui est très différent. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la régulation du système nerveux autonome et de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans les traumatismes de l'enfance et de l'attachement. Mon intention pour chaque épisode est que tu puisses comprendre ce que tu vis dans ton corps, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir pour enfin sortir de la survie. Alors simplement dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Cet épisode de podcast sera un petit peu différent de d'habitude puisqu'on va parler des 6 plus grandes erreurs que j'ai pu faire dans ma propre guérison. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée de partager des enseignements, des concepts et de l'éducation plutôt que de parler de ma propre vulnérabilité. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, j'ai cru que pour aider les autres, il fallait que je me présente depuis une position de maîtrise et de perfection. J'avais vraiment la croyance que pour pouvoir accompagner les autres dans leur régulation et dans leur renégociation, il fallait que moi, de mon côté, j'ai déjà tout guéri, tout résolu. Et finalement, que je ne montre que le résultat propre, sans toutes les difficultés, sans tous les obstacles et sans tous les doutes que j'ai moi-même traversés. Et en réalité, aujourd'hui, je pense que ça peut être un problème que de ne montrer que le résultat. Bien sûr, les femmes et les hommes que j'accompagne aujourd'hui ont besoin de se projeter sur l'après. Mais ils ont aussi besoin que quelqu'un leur dise: moi aussi j'ai été là. Pour moi aussi, ça a été difficile. Moi aussi, je suis restée coincée à certains paliers de ma guérison en me demandant: mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce que je loupe? Alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur d'allier mon expérience à l'enseignement pour que tu puisses d'une part comprendre ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps, mais aussi te reconnaître dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens et dans ce que tu traverses. Et si en plus, grâce à cet épisode, tu arrives à te défaire de certaines résistances ou éviter certains obstacles, alors j'aurai tout gagné. Pour que ce soit plus digeste pour toi, comme pour moi, j'ai pris la décision de scinder cet épisode de podcast en 2 parties. Alors installe-toi confortablement dans un espace où tu te sens en sécurité. N'hésite pas à prendre un thé ou un carnet pour prendre des notes et laisse-toi guider parce qu'on a beaucoup de travail à faire ensemble aujourd'hui. Et la première erreur que j'ai faite, et c'est probablement celle qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que je l'avais tellement intégrée dans mon fonctionnement que je ne la voyais même plus, c'était que je croyais que mes pensées me disaient toute la vérité. J'étais persuadée que toutes mes pensées étaient fiables et qu'elles allaient prédire
ce qui allait se dérouler dans mon quotidien. Autrement dit, je croyais que la pensée, c'était moi. Et que ce qui se passait, ce qui se déroulait dans ma tête, reflétait la réalité que je vivais. Chaque jour, j'étais vraiment envahie par de nombreux scénarios catastrophes qui ont réduit littéralement ma liberté et je suis sûre que tu vas te reconnaître dans au moins l'un d'entre eux. Et s'il m'arrive quelque chose de grave? Et si je fais une crise d'angoisse? Et si je deviens folle? Et si je perds le contrôle? Et si l'autre me voit et me juge? Et si j'étais atteinte d'une maladie grave? Je ne suis pas capable. Je ne vais pas y arriver. Les autres vont finir par m'abandonner. Je suis trop ou pas assez. Je suis nulle. C'est de ma faute. Quand on est persuadé que nos pensées nous disent toute la vérité, et bien tout simplement, on finit par ne plus rien faire. On n'ose plus prendre la voiture, on n'ose plus sortir à l'extérieur, on s'isole parce qu'on a peur que l'autre ne nous comprenne pas. Et petit à petit, en fait, on ne vit plus. On passe la majorité de notre temps figé à penser à la survie. Et ce qui est venu amplifier cette croyance, c'est que pendant très longtemps, que ce soit dans le développement personnel, dans certaines approches thérapeutiques ou même spirituelles, on nous a fait croire que nos pensées créaient nos émotions. On nous a fait croire que si on pensait négativement, on allait se sentir mal, et donc aussi que si on arrivait à penser positif, on irait mieux. Ici, je ne te dis pas que c'est complètement faux. Je ne te dis pas que les pensées positives ne servent à rien, mais je te dis que ce positionnement est incomplet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on oublie que l'histoire suit toujours l'état. Prenons un exemple tout simple. Tu reçois un email un petit peu agressif de la part de ton patron. Tu vas d'abord vivre et ressentir des changements dans ton corps. Ton cœur va battre un petit peu plus vite, ton souffle va s'altérer. Tu vas même peut-être ressentir que ton estomac est en train de se nouer. Et ce n'est vraiment que plus tard que les pensées vont arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et si je n'y arrive pas, je vais forcément me faire virer. Je ne peux pas aller travailler lundi parce que je vais être complètement submergée, je vais vivre une crise d'angoisse. Concrètement, ce que je te dis là, ça veut aussi dire que notre cerveau projette, anticipe et produit le pire scénario possible parce qu'en amont, tu auras vécu une activation de ton système nerveux autonome. Et pour que tu puisses vraiment comprendre ce concept, je vais aller encore un petit peu plus loin. Ta neuroception, qui est ton radar interne inconscient, va identifier un signal de danger lorsque tu reçois ce mail un petit peu agressif. Ici, je ne te parle pas d'un danger qui est réel, mais d'un danger que tu as probablement déjà vécu par le passé. Un événement qui autrefois t'a submergé parce qu'il n'y a pas eu assez de ressources, assez de soutien, assez de co-régulation, et qui finalement s'est intégré dans ta mémoire implicite. Alors aujourd'hui, à chaque fois que tu vis un événement qui ressemble de près ou de loin à cet événement de danger passé, ton système nerveux autonome va aussi s'activer et seulement ensuite, ton système de pensée va s'emballer. Pourquoi? Pour t'éviter une nouvelle submersion. Regarde, c'est assez simple. Si tu as vécu une crise d'angoisse dans ta voiture, un jour qui t'a submergé, aujourd'hui, ton système nerveux autonome va s'activer et tu vas vivre des pensées intrusives pour t'éviter de reprendre la voiture. Si tes figures d'attachement répondaient par de l'humiliation ou du silence quand tu faisais une erreur, alors aujourd'hui encore, dès que tu fais une erreur, tu vas vivre une activation du stress, de l'anxiété, du figement, de l'effondrement, peu importe. Et tu vas aussi vivre des scénarios catastrophes par peur que l'autre te juge ou te fasse à nouveau du mal. Et ça marche pour tout. Si tu as vécu par exemple des sensations désagréables et que
tu étais à l'extérieur de chez toi et qu'il n'y avait pas assez de ressources, pas assez de co-régulation, et bien simplement aujourd'hui, à chaque fois que tu t'apprêtes à sortir, ton système nerveux autonome va s'activer et tu vas vivre des pensées qui vont prédire tout ce qui pourrait mal se passer à l'extérieur. L'objectif ici de tes pensées, c'est vraiment de t'éviter le pire. Et le problème, lorsqu'on a vécu des traumatismes, c'est que notre système nerveux autonome et notre corps n'ont plus le luxe de l'incertitude. Quand on fonctionne avec un système nerveux autonome traumatisé, les pensées qu'on va vivre au quotidien ne seront plus des hypothèses. Elles vont devenir des certitudes, notre seule option de vérité, parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'être à nouveau submergé. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va fusionner avec nos pensées. On ne va plus vivre des pensées, on va être nos pensées. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre que tes pensées ne te parlent pas de ta réalité, mais elles parlent d'avant. Elles parlent d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un adulte qui a vécu quelque chose de difficile et dont le système nerveux autonome a gardé la trace et qui répète le scénario encore et encore pour éviter un nouveau danger. Et malheureusement, c'est très souvent là que le piège se referme. Parce que quand on n'a pas d'autre choix que de croire ses pensées, quand on les prend pour des vérités, on vient nourrir aussi ce que le mental sait faire. On va chercher des preuves, on va tout analyser, on va construire des scénarios catastrophes de plus en plus élaborés. Et le résultat, c'est que finalement, on finit par être totalement submergé parce qu'on accumule activation sur activation sur activation et à un moment donné, notre système nerveux autonome n'arrive plus en fait, tout simplement à gérer ce trop-plein. Et c'est comme ça que très souvent, on finit en crise d'angoisse ou en attaque de panique. C'est vraiment un processus que j'ai pu explorer, mais aussi expérimenter tout au long de ma guérison. Il m'arrive encore des moments où je vais ressentir une sensation désagréable dans mon corps que je ne connais pas trop, et directement mon système nerveux autonome va s'activer et mes pensées vont commencer aussi à s'emballer. Je vais me demander est-ce que c'est normal, je vais venir un petit peu la scruter, l'analyser, voir si j'ai déjà vécu ça, combien de temps ça dure, etc. etc. Mais aujourd'hui, avec toute la régulation, toutes les connaissances que j'ai accumulées aussi sur ce sujet, j'arrive à laisser mon mental à sa place et en fait, je ne viens plus nourrir ce cercle vicieux, ce cycle d'activation qui se superpose. Ce qui fait que l'activation de base reste une activation qui est tolérable, que je vais pouvoir ensuite réguler. Ça va monter et ça va redescendre. Là où, avant, chaque scénario catastrophe me faisait partir en crise d'angoisse parce que j'étais persuadée que mes pensées étaient ma seule option de vérité. Et je fais une petite parenthèse ici parce que c'est exactement ce que nous allons travailler ensemble tout au long du mois de juin dans l'espace régulation. Je vais t'apporter beaucoup d'éducation pour que tu puisses mettre du sens sur ce que tu vis, mais je vais aussi te partager des pratiques concrètes que tu vas pouvoir mettre en place pour petit à petit défusionner de tes pensées, créer un nouveau point d'ancrage de stabilité pour qu'elle ne soit plus ta seule option de vérité et surtout t'apprendre à réguler ton état lorsqu'elles arrivent. Parce que c'est précisément en régulant ton état que tu vas pouvoir aussi moduler tes pensées. Je te le répète ici, mais l'histoire suit toujours l'état. Ce que tu ressens dans ton corps en termes d'activation précède toujours ton système de pensée, tous les scénarios catastrophes que tu vas pouvoir te faire. Alors si tu te reconnais dans tout ce que je te dis aujourd'hui, si toi aussi tu as des pensées qui vont à 1000 à l'heure, je t'invite à me rejoindre via le lien en description de ce podcast,
ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Parce que crois-moi, le fait de moduler tes pensées va changer énormément de choses dans tes activations quotidiennes. La deuxième erreur que j'ai faite dans mon parcours de guérison et qui concerne finalement la majorité des personnes que j'accompagne, c'est que je mettais en place un outil dès que je ressentais le moindre signe d'inconfort. Et vraiment, ça a été difficile de me défaire de cette habitude parce que j'étais vraiment persuadée de bien faire pour ma guérison. Pendant des années, j'avais une relation presque compulsive aux outils de régulation. Dès que je sentais quelque chose de bizarre ou d'inconfortable dans mon corps, comme une légère tension, une pensée anxieuse, un stress, de la colère, un vertige, une fatigue, je mettais en place non pas un outil de régulation, mais une session complète qui durait entre 20 et 30 minutes. Mes journées étaient rythmées par des routines extrêmement strictes. Je me levais assez tôt le matin pour faire ma séance de yoga avant d'emmener les enfants à l'école. Je remettais en place une session de régulation dans la matinée pour être stable pour les personnes que j'accompagne. Et ça, pour le coup, c'est assez compréhensible parce qu'on ne peut pas accompagner l'autre si nous-mêmes, on est dans l'activation qui nous submerge. Je remettais en place une session de régulation juste après avoir mangé pour surtout éteindre la fatigue que je pouvais ressentir en lien avec la digestion. Et puis en soirée, je mettais en place des outils de décharge pour relâcher toutes les tensions. Mais c'est pas fini, parce que très souvent avant de dormir, je faisais encore des sessions de cohérence cardiaque, de balancement, pour être sûre de bien m'endormir et de bien récupérer. Sauf qu'aujourd'hui, juste en vous le disant, je me rends compte à quel point est-ce que c'était trop. La caractéristique d'un système nerveux autonome dérégulé, c'est un système nerveux autonome qui n'arrive plus à retrouver le chemin de la sécurité parce qu'il a vécu, parce qu'il a traversé des événements qui ont résidé dans le trop. Et faire trop dans sa guérison entretient précisément ce cycle de dérégulation. Alors bien sûr, si on va un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a une multitude de croyances qui se cachent derrière cette compulsion. La croyance que si tout ça nous est arrivé, c'est parce qu'on n'a pas été assez, parce qu'on n'a pas fait assez, parce que c'était nous le problème, parce que ressentir est égal à un danger, et surtout parce qu'on ne doit pas se montrer vulnérable, sinon l'autre va potentiellement nous juger, nous humilier, nous abandonner ou nous rejeter. Mais du coup, on va aussi chercher des techniques d'apaisement qui fonctionnent sur le moment. On peut ressentir un apaisement sur le moment, mais qui ne nous guérissent jamais vraiment sur le long terme. Parce que ces techniques envoient un message très précis à notre système nerveux autonome. Ils envoient le message que finalement ce que l'on ressent est dangereux et que l'on doit tout le temps agir ou faire quelque chose pour garder un équilibre, pour nous maintenir en sécurité. Et paradoxalement, à chaque fois que je traitais l'inconfort comme une urgence à résoudre rapidement, je renforçais aussi ma croyance que l'inconfort pouvait effectivement devenir quelque chose de dangereux. À chaque fois, je rétrécissais ma fenêtre de tolérance plutôt que de l'élargir. Et attention, ici je ne dis pas que les outils ne sont pas efficaces, je ne dis pas que les outils de régulation ne servent à rien, mais je dis que tant qu'on reste dans la polarité du traumatisme, donc soit tout blanc, soit tout noir, on ne se régule pas vraiment et on ne renégocie pas nos traumatismes. On entretient en fait simplement le cycle. Alors aujourd'hui, je vais te partager la question que je me pose au quotidien pour savoir quand mettre en place un outil de régulation. Parce que les routines ultra cadrées, je les ai mises de côté. Je fais du yoga quand j'en ai envie. Je mets en place un outil seulement lorsque c'est nécessaire. Et cette question, c'est simplement, est-ce que la Pauline adulte, la grande Pauline, est en capacité de tenir la petite Pauline
qui a été blessé. Et ça, je me la pose pour tout. Lorsque je vis une activation, lorsque je vis des émotions, lorsque j'ai des sorties de prévues, lorsque je fais des expositions, lorsque je m'engage aussi dans un travail de renégociation des traumatismes. Et si la réponse est oui, si la réponse est que la grande Pauline peut tenir la petite Pauline, ça veut dire que je peux rester avec la sensation et que je suis en capacité de l'observer, de me laisser traverser sans être emportée. Et cette réponse me dit aussi que je n'ai rien besoin de faire. Je reste avec l'inconfort, je laisse passer, parce que c'est dans ces moments-là que notre système nerveux autonome peut apprendre qu'il peut survivre à l'inconfort, que l'inconfort monte et qu'il a la possibilité de redescendre pour retrouver le chemin de la sécurité. Si la réponse est « je ne suis pas sûre », c'est-à-dire que l'activation elle est quand même assez forte, mais que j'arrive à garder ma place stable, que je ne suis pas totalement emportée, et bien tout simplement je vais mettre en place ma méthode Soma, qui est une méthode avec des outils de régulation très précis, que j'enseigne dans l'espace régulation pour traverser l'activation en toute sécurité et accompagner mon système nerveux autonome dans ce processus. Et si la réponse est non, ce qui peut arriver lorsqu'on a des réactivations traumatiques très intenses. Donc, si je sens que je suis complètement en train de sortir de ma fenêtre de tolérance, que je suis en train d'être submergée, alors là, je m'oriente directement vers une ressource de sécurité ou vers de la co-régulation pour que quelqu'un d'autre m'aide à tenir la petite Pauline qui a été blessée. Mais pour pouvoir accepter de la co-régulation, il faut aussi faire tout ce travail au niveau du lien, se rendre compte que le lien peut être un espace de sécurité. Vraiment, cette simple question a radicalement changé tout mon processus de guérison. J'ai appris que l'inconfort n'était pas toujours une urgence, que je suis capable de traverser ce qui m'arrive sans qu'il y ait une catastrophe au bout. Mais surtout, j'ai recommencé à vivre parce que lorsqu'on a des routines hyper strictes, en fait, on ne vit pas. On reste dans la survie. J'ai recommencé à jouer avec mes enfants, j'ai repris la peinture, l'aquarelle, la créativité. J'ai accepté de ralentir un petit peu mes mouvements aussi lorsque je me sentais très fatiguée ou lorsque j'étais dans une période d'intégration. J'ai osé progressivement sortir de ma zone de confort parce que pendant très longtemps j'étais agoraphobe, donc je ne sortais plus du tout de chez moi, mais toujours en m'accompagnant et toujours en respectant les capacités de mon système. Tu vois, là on n'est plus dans un procédé de tout blanc ou tout noir. Je dois réagir parce qu'il y a de l'inconfort, c'est je m'adapte à l'état et aux capacités de mon système nerveux autonome, ce qui est très différent. Et dans ces moments-là, on comprend aussi que parfois la chose la plus courageuse et la plus thérapeutique que l'on puisse faire lorsque l'on vit une activation, c'est simplement de rester avec, tout en accompagnant notre système nerveux autonome pour qu'il retrouve le chemin de la sécurité. Et vraiment, ça m'amène à une nouvelle question, c'est si ce que tu mets en place aujourd'hui ne te permet de guérir qu'en surface, donc que tu vois que tu as de l'apaisement temporaire mais que tu n'avances pas vraiment dans le temps, c'est vraiment de te poser la question, quels sont tes objectifs aujourd'hui de guérison? Et quand je parle d'objectifs, je parle aussi d'objectifs beaucoup plus larges, parce que la troisième erreur que j'ai faite dans mon processus de guérison, c'est que je voulais à tout prix retrouver ma vie d'avant. Et c'est vrai que tu connais pas la Pauline d'avant, tout le stress post-traumatique. Si tu demandes à mon entourage, à mes proches, qui est-ce que j'étais avant, ils te diront que j'étais quelqu'un d'assez impressionnante. Et impressionnante, pas forcément dans le bon sens du terme. En fait, le non chez moi n'existait pas. J'avais une telle armure que mes proches me considéraient comme quelqu'un d'extrêmement forte. Et ça, voilà, c'est très valorisé aujourd'hui dans notre société. Parce que je suis partie 4 mois vivre en Italie sans connaître personne, sans connaître le pays, sans connaître la langue. J'ai monté des projets de dingue dans mon ancien établissement de protection de l'enfance. Très rapidement, je suis devenue coordinatrice d'équipe alors que j'étais la plus jeune de l'équipe. J'avais vraiment des journées à 10 000 à l'heure parce que je ne m'arrêtais jamais.
En réalité, ce que mes proches ne savaient pas, c'est que je m'effondrais dans les moments où il n'y avait rien du tout. Et il y a eu de nombreuses années où j'étais extrêmement fière de ça, jusqu'à ce que tout s'écroule, jusqu'à ce que les symptômes arrivent, les crises d'angoisse, la fatigue qui ne disparaissait pas malgré que je fasse des nuits de 10 heures de sommeil, la peur de sortir de chez moi, les pensées intrusives qui me disaient à longueur de temps que les autres allaient me faire du mal, me juger ou m'humilier. Je voulais vraiment revenir à cette version de moi qui performait, que rien ne semblait toucher, qui arrivait toujours à avancer malgré les obstacles, qui disait « ça va, tout va bien ». Alors qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Je m'effondrais chaque week-end, je m'effondrais chaque vacances. J'attendais chaque matin que la longue liste d'angoisses s'apaise pour pouvoir me lever. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de compassion pour cette partie de moi qui voulait à tout prix retrouver sa vie d'avant parce que, honnêtement, qui ne voudrait pas retrouver une vie plus simple? Surtout quand on vit des symptômes, des sensations désagréables, des pensées intrusives au quotidien. Sauf que lorsque j'ai commencé à renégocier mes traumatismes, je me suis rendu compte qu'avant, je n'avais pas une vie normale. J'avais une vie complètement dissociée. Je ne ressentais rien dans mon corps, je ne ressentais ni la colère, ni la tristesse, ni la peur. Et quand on ne ressent plus la colère, la tristesse, nos besoins primaires aussi, ça veut aussi dire qu'on ne ressent plus la joie, l'émerveillement, la douceur ou même l'amour. Je fonctionnais très bien, c'est vrai. Je rentrais dans le moule, c'est vrai. Mais je fonctionnais à distance de moi-même parce que j'étais en mode survie. Je ne souffrais pas de façon aiguë, mais je ne vivais pas vraiment non plus. La dissociation, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce terme, et Peter Levine l'explique très bien dans son ouvrage Réveiller le tigre, c'est une réponse de protection de notre système nerveux autonome face à quelque chose qui est trop difficile à traverser et à intégrer. En fait, le corps, il coupe tout simplement toute connexion pour pouvoir survivre. Et dans un premier temps, vraiment, ça marche. Ça protège. Et en réalité, ça protège surtout très bien les enfants qui ont vécu un traumatisme développemental. Et je le répète ici, mais un traumatisme développemental, ce n'est pas seulement les abus et les violences, même si bien sûr ça en fait partie. Ça peut être le fait d'avoir vécu des séparations. Ça peut être aussi le fait d'avoir grandi, de s'être développé avec un parent absent, d'avoir vu ses proches traverser des maladies, d'avoir été humilié, rejeté, abandonné par ses figures d'attachement, d'avoir été un enfant qui a dû prendre soin de ses propres parents, d'avoir dû garder des secrets, d'avoir évolué dans un environnement où la sécurité relationnelle n'était pas possible, d'avoir été sans cesse invalidé, ou même d'avoir intériorisé un sentiment de honte toxique, comme si finalement on n'était jamais assez. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'enfant, lorsqu'il vit un événement qui dépasse momentanément ses capacités, il est aussi très rapidement pris dans un conflit interne. Soit il accepte que ses parents sont insuffisants, ce qui est d'une violence extrême pour lui puisqu'il prend aussi le risque de perdre le lien. Soit il intègre que c'est lui qui n'a pas été assez, avec la possibilité de changer, de se suradapter pour correspondre aux attentes de ses figures d'attachement. Et on va être très honnête, à chaque fois, l'enfant fait le même choix. Il préfère se dissocier de qui il est. Pourquoi? Parce que sans l'autre, tout simplement, il ne peut pas survivre. Et vraiment, tous ceux qui vous disent le contraire ne disent pas la vérité, mais on ne se rend pas compte qu'on est dissocié. Je m'en suis jamais rendu compte que j'étais dissociée. Ce n'est que plus tard, lorsque les symptômes et l'inconfort arrivent, qu'on réalise que vivre dissocié, c'est comme regarder sa propre vie au travers d'une vitre. Les émotions sont là, quelque part, mais elles ne sont jamais vraiment exprimées. Les connexions avec les autres sont superficielles parce qu'on se suradapte sans cesse. Le corps est présent dans l'espace, mais absent à lui-même. Et surtout, et ça c'est une des choses les plus difficiles à vivre, c'est qu'on ne sait plus qui on est.
On est rempli de croyances, on est rempli de conflits internes, on est rempli de douleurs. Mais si on enlève tout ça, on ne sait plus qui on est. Et c'est là où vraiment je comprends à quel point le travail sur les traumatismes peut faire peur, et en particulier le travail sur le traumatisme développemental. Parce qu'on comprend très vite que l'idée n'est pas de réparer, mais dans la majorité des cas de construire une sécurité, des repères, une identité qui n'a jamais vraiment existé. Et encore une fois, quand on a été traumatisé, le système et le corps n'ont plus le luxe de l'incertitude. Alors ils préfèrent nous laisser figés dans une version de nous qui est inconfortable et douloureuse, mais qui est connue, plutôt que de sauter le pas et découvrir ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça, en réalité, si on est tout à fait honnête, ça fait peur. C'est aussi pour cette raison que la majorité des personnes aujourd'hui ne choisissent que de guérir en surface, parce que le ratio entre la peur et le désir est beaucoup trop grand. Et c'est particulièrement pour ça que l'accompagnement et le soutien sécurisant sont indispensables dans ce cheminement. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Tout seul, on s'arrête là où c'est confortable. Avec l'autre, on peut aller explorer des contrées qu'on ne connaît pas et en toute sécurité. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que c'est très important qu'on respecte aussi les capacités de ton système nerveux autonome. Mais s'il te plaît, garde vraiment en tête que c'est pas toi le problème, et ça l'a jamais été. Le problème, c'est toutes les croyances, toutes les peurs, tous les conflits internes que tu as intégrés lors de ton ou de tes traumatismes et qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer, qui te maintiennent dans une zone inconfortable, méconnue. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça peut changer. Mais pour ça, il faut aussi accepter de prendre ce petit risque que ça soit différent. Si cet épisode t'a touché, si tu t'es reconnu quelque part, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si tu te sens prêt, si tu te sens prête à retrouver ta liberté, tu retrouveras toutes les informations de l'espace régulation dans la description de cet épisode de podcast. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cet épisode où je vais te partager les 3 dernières erreurs qui m'ont véritablement ralenti dans mon processus de guérison. Et si tu veux toujours faire plus, je pense que cet épisode pourra t'intéresser. En tout cas, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.